En 475, Aventurch Jiji, Qi, un pisciculteur chinois nommé Fan Li, a écrit quelque chose qui allait changer la façon dont les civilisations se nourrissaient pour les 2000 années suivantes. Son traité, le Yang Yujing, décrivait une méthode si efficace qu'une seule installation pouvait produire plus de protéines par pied carré que l'élevage de bétail, et plus de nutrition par acre que n'importe quelle ferme industrielle. Une fois construit, il nourrirait votre famille pendant des décennies sans acheter de nourriture, sans permis et sans dépendre de personne. Les méthodes de Fan Li ont survécu aux guerres, aux dynasties et aux empires parce que le savoir était trop précieux pour être perdu. Mais en Amérique, la plupart des gens n'ont jamais entendu parler de l'aquaculture en bassin de jardin. Bien qu'elle ait nourri plus d'humains à travers l'histoire que n'importe quel autre système de protéines sur Terre, ce silence n'est pas accidentel. Aujourd'hui, nous construisons l'écosystème régénératif de Fan Li dans votre jardin. Le temps que vous ayez terminé, vous aurez une usine à protéines auto-réplicante qui se nourrit elle-même, se gère elle-même et produit plus de nourriture que votre famille ne peut en consommer. Dans 10 ans, quand vos voisins s'inquiéteront du prix des denrées alimentaires et des chaînes d'approvisionnement, vous sortirez vers votre bassin et ressentirez un calme qu'aucune somme d'argent ne peut acheter. Mais d'abord, vous devez comprendre ce qui est arrivé à ce savoir. Vers 3500 EV Seichumada Sunsin Sintexai. Jarantsesetse. Pendant la période néolithique le long du fleuve Jaune en Chine, les agriculteurs ont remarqué quelque chose après le retrait des crues saisonnières. Des poissons, spécifiquement des carpes, étaient piégés dans les zones basses. S'ils creusaient ces dépressions un peu plus profondément et renforçaient les bords avec de l'argile, les poissons restaient. Ils s'épanouissaient, se reproduisaient et pouvaient être récoltés dès que de la nourriture était nécessaire. Ce n'était pas encore de l'agriculture, c'était de l'observation, un partenariat avec ce que la Terre voulait déjà faire. Sous la dynastie Shang, vers 1600 des inscriptions sur os oraculaires faisaient référence à la pêche dans le jardin, ce que les archéologues reconnaissent aujourd'hui comme des bassins à poissons, gérés intégrés dans des parcelles agricoles. Les riches entretenaient des bassins ornementaux avec des coïs dorés, tandis que les paysans maintenaient des bassins de travail avec des carpes communes. Les deux systèmes nourrissaient les gens, mais un seul nécessitait la permission des autorités. Puis, sous la dynastie Tang au 7e siècle de notre ère, quelque chose d'inattendu s'est produit qui a révolutionné l'aquaculture pour toujours. Le nom de famille de l'empereur était Li, le même nom que la carpe commune, Liu. Par respect, ou peut-être par superstition, l'empereur a interdit l'élevage de la carpe commune dans tout l'empire. Les agriculteurs ont fait face à une crise. La carpe était leur principale source de protéines depuis plus de 1000 ans. Mais au lieu de mourir de faim, ils ont innové. Ils ont commencé à élever plusieurs espèces dans le même bassin. La carpe de vase se nourrissait des sédiments du fond, la carpe argentée filtrait les algues dans la colonne d'eau médiane. La carpe amour consommait les plantes à la surface et la carpe à grosse tête mangeait le zooplancton. Chaque espèce occupait une niche écologique différente. Il n'y avait pas de compétition et pas de gaspillage, juste un écosystème autorégulé et étagé qui était plus productif que tout ce qui avait existé auparavant. Cette politique accidentelle a créé le premier véritable système de polyculture au monde. À l'époque où les voyageurs européens documentaient les innovations chinoises dans les années 1200, les bassins à poissons de village étaient devenus si courants que les chroniqueurs les décrivaient comme une caractéristique déterminante du paysage. Certains de ces bassins étaient vieux de plusieurs siècles, produisant toujours des milliers de livres de protéines chaque année, et personne n'ajoutait de nourriture. Les bassins se nourrissaient eux-mêmes. Cet écosystème en boucle fermée, celui que Fan Li a documenté et que la dynastie Tang a perfectionné par nécessité,
n'est jamais parvenu en Amérique de manière significative. Lorsque les colons européens sont arrivés, ils ont apporté du bétail, des porcs et des poulets, des animaux qui nécessitaient une alimentation constante, des clôtures et du travail. L'idée d'un bassin comestible qui se gérait tout seul semblait trop simple, presque primitive. Mais ce n'était pas primitif, c'était une ingénierie biologique élégante. À l'aube du XXe siècle, les bassins de jardin en Amérique étaient considérés comme décoratifs et non fonctionnels. Les bassins de coïs pour les riches et les fontaines ornementales étaient courants, mais rien qui ne nourrissait réellement qui que ce soit. Le savoir avait été enterré. Cependant, dans les années 1960, lors des premières inquiétudes concernant la sécurité alimentaire, quelques chercheurs de l'université d'Auburn en Alabama, dirigés par le scientifique des pêches H.S. Swingle, ont commencé à étudier ces anciennes méthodes chinoises. Ils ont construit des bassins d'essai, certains aussi petits que 8000 pieds carrés, soit environ la taille d'une modeste piscine hors sol. Ils les ont peuplés d'espèces indigènes, comme le poisson-chat de chenal et le crapet arlequin, en utilisant des techniques empruntées aux anciens systèmes de polyculture. Les résultats étaient indéniables. Les chercheurs d'Auburn ont documenté des rendements allant jusqu'à 350 livres de poissons pour des bassins de seulement 1000 pieds carrés lorsqu'ils étaient gérés avec une fertilisation de base. Pour mettre cela en perspective, un quart d'acre de pâturage pour bétail produit environ 200 livres de bœuf par an et nécessite une alimentation constante, des soins vétérinaires et des infrastructures. Ces petits bassins produisent près du double de protéines en utilisant un dixième de l'espace avec presque zéro intrant. Les études ont été publiées et citées par une poignée de passionnés de permaculture, mais l'élan s'est ensuite arrêté. Aucun subside gouvernemental, aucun programme de bureau de vulgarisation et aucun collège agricole ne l'a enseigné à grande échelle. Parce qu'au moment où vous installez un bassin productif dans votre jardin, vous arrêtez d'acheter de la viande au système industriel. Le système de viande industrielle en Amérique, évalué à 200 milliards de dollars par an, n'a aucun intérêt à promouvoir la production de protéines à domicile. Mais le savoir a survécu de la même manière qu'il a survécu à la révolution culturelle en Chine et à la chute de Rome. Parce qu'une fois que vous comprenez la biologie, l'écosystème se construit tout seul. Voici comment cela fonctionne. Le bassin n'est pas seulement composé de poissons. Les poissons ne sont qu'une pièce d'un système vivant en 4 parties. Premièrement, vous avez les canards. Dans la polyculture chinoise traditionnelle, la sauvagine était toujours intégrée. Les canards ne sont pas seulement du bétail. Ils sont les gestionnaires biologiques de votre bassin. Quand les canards nagent, ils remuent les sédiments du fond, libérant des nutriments dans la colonne d'eau. Quand ils défèquent, ce qu'ils font constamment, ils ajoutent de l'azote directement dans l'écosystème. Cet azote nourrit les algues. Les algues nourrissent le zooplancton. Le zooplancton nourrit les petits poissons. Et les petits poissons nourrissent les plus gros poissons. Les canards mangent également des insectes, des plantes aquatiques et occasionnellement des petits poissons. C'est une boucle fermée, où chaque action nourrit autre chose. Un petit troupeau de 3 à 5 canards vous donnera également des œufs. Les canards kaki Campbell, l'une des races les plus productives, pondent entre 280 et 340 œufs par an et par canard. Cela représente 840 à 1700 œufs par an pour un minuscule troupeau. Les recherches montrent que les canards ayant accès aux écosystèmes de bassins peuvent trouver jusqu'à 30% de leurs besoins nutritionnels dans les insectes et les plantes aquatiques, réduisant considérablement vos coûts d'alimentation. Vous cumulez les fonctions. Les canards fertilisent l'eau. Le bassin nourrit les canards. Les poissons nettoient les nutriments excédentaires et les plantes filtrent ce qui reste, pendant que vous récoltez simplement le surplus. Deuxièmement, vous avez les plantes. La végétation aquatique n'est pas une décoration. Ce sont les reins et les poumons de votre bassin de permaculture. Les massettes sont l'un des filtres biologiques les plus efficaces sur Terre.
Leurs racines extraient l'excès d'azote et de phosphore de l'eau, empêchant la prolifération d'algues et maintenant l'équilibre de l'écosystème. Une rangée de massettes autour des bords peu profonds de votre bassin fera plus pour la qualité de l'eau que n'importe quel filtre mécanique coûteux. Les nénuphars fournissent de l'ombre, ce qui abaisse la température de l'eau et réduit l'évaporation en été. Les plantes immergées comme le cornifle et l'élodée libèrent de l'oxygène pendant la journée, ce qui est crucial pour la santé des poissons. Les plantes flottantes comme la laitue d'eau et la lentille d'eau absorbent les nutriments si efficacement que les installations de traitement des eaux usées les utilisent. La lentille d'eau en particulier est remarquable. Dans des conditions optimales, elle double sa biomasse en moins de 48 heures. Et les canards la mangeront aussi vite qu'elle pousse, créant une source de nourriture auto-renouvelable qui ne vous coûte rien. Les recherches sur l'aquaponie ont montré que les plantes peuvent éliminer jusqu'à 90% des déchets azotés produits par les poissons. Les plantes absorbent les nitrates, l'eau reste propre et les poissons restent en bonne santé. Vous ne faites presque rien, si ce n'est observer. Troisièmement, vous avez les poissons. Pour la majeure partie des États-Unis, le crapet arlequin et le poisson-chat de chenal sont les options les plus faciles et les plus légales. Le crapet arlequin pousse plus lentement, mais ne nécessite aucun soin. Introduisez-les une fois et ils se reproduisent d'eux-mêmes, créant une source de nourriture auto-renouvelable. Ils atteignent une taille récoltable, environ 6 à 8 pouces, en environ 2 ans. Le poisson-chat de chenal pousse plus vite, atteignant 1 à 2 livres en 18 mois dans un bassin bien géré. Le tilapia pousse encore plus vite et à meilleur goût. Dans des conditions optimales, ils atteignent 1 livre en seulement 5 à 6 mois. Un petit bassin peuplé de 50 alevins de tilapia peut produire 40 à 50 livres de poissons récoltables en une seule saison de croissance. Cependant, le tilapia est illégal dans certains États car il peut devenir envahissant dans les climats chauds. Vérifiez donc vos réglementations locales avant d'en acheter. Quatrièmement, vous avez les bactéries bénéfiques. Ces travailleurs invisibles transforment l'ammoniac des déchets de poissons en nitrite, puis en nitrate, que les plantes absorbent. Ce cycle de l'azote est la colonne vertébrale de l'écosystème tout entier. Une fois établi, il s'équilibre de lui-même. Vous ne gérez pas une ferme, vous êtes le gardien d'un système vivant. Alors, comment construire cela concrètement? Et plus important encore, combien cela coûte-t-il? Pour un système de protéines domestique à l'échelle d'une famille, vous envisagez un coût d'installation total d'environ 400 à 600 dollars, selon que vous creusez à la main ou que vous louez de l'équipement. Cela se décompose en environ 150 à 300 dollars pour une bâche de bassin en caoutchouc EPDM, 20 à 50 dollars pour les alevins, 30 à 60 dollars pour les canetons et 50 à 100 dollars pour les plantes et les fournitures mineures. Comparez cela à une décennie d'achat de viande à l'épicerie et vous comprendrez pourquoi ce savoir a été discrètement supprimé. Tout d'abord, choisissez votre emplacement. Vous voulez un endroit qui reçoit au moins 6 heures de soleil par jour, mais pas le plein soleil toute la journée, ce qui surchaufferait l'eau. Choisissez le point le plus bas de votre propriété où l'eau s'accumule naturellement après la pluie. Si vous luttez contre les contours naturels de votre terrain, vous passerez la prochaine décennie à lutter contre l'érosion et le drainage. Délimitez votre bassin. Pour une installation à l'échelle familiale, prévoyez environ 10 pieds sur 15 pieds et 4 à 5 pieds de profondeur au centre. Vous pouvez creuser cela à la main en un week-end ou louer une petite excavatrice pour quelques centaines de dollars et terminer en un après-midi. Créez un rebord peu profond d'environ 1 pied de profondeur et 2 à 3 pieds de large sur les bords. C'est votre zone de marais où les plantes s'enracineront. Le centre plus profond est l'endroit où les poissons se réfugieront par temps chaud ou froid. Si vous avez un sol argileux lourd, vous pouvez sceller le bassin de manière traditionnelle,
en le doublant de 6 pouces d'argile humide, en le compactant, en marchant dessus et en le laissant durcir. Cette méthode fonctionne depuis des milliers d'années. Si votre sol est sablonneux ou rocheux, utilisez une bâche EPDM. Elle dure 20 à 30 ans et coûte environ 1 à 2 dollars par pied carré. Remplissez le bassin d'eau. Si vous utilisez de l'eau municipale chlorée, laissez-la reposer pendant une semaine pour que le chlore puisse s'évaporer. Si vous utilisez de l'eau de puits ou de pluie, vous pouvez l'empoisonner immédiatement. Introduisez maintenant la vie, mais par étapes. Commencez par les plantes. Plantez des massettes et des iris sur les rebords peu profonds. Ajoutez des plantes immergées, comme le cornifle, dans les sections plus profondes. Faites flotter de la laitue d'eau ou de la lentille d'eau à la surface. Laissez reposer pendant 2 à 4 semaines. Les plantes ont besoin de temps pour s'enraciner et les bactéries bénéfiques ont besoin de temps pour coloniser chaque surface du bassin. Après 1 mois, ajoutez vos canards. 2 à 5 est idéal pour un petit bassin. Ils iront à l'eau immédiatement et en quelques jours, vous verrez le bassin s'activer. L'eau se troublera légèrement à mesure que les canards remueront le fond. C'est normal, c'est l'écosystème qui s'éveille. Après un autre mois, introduisez vos poissons. Prévoyez environ 50 alevins pour 1000 gallons d'eau. Ils disparaîtront dans les profondeurs et vous ne les verrez pas pendant des semaines. Ne paniquez pas et n'ajoutez pas plus de poissons. Ils sont là, grandissant dans l'eau fraîche et sombre. Pendant les 6 premiers mois, vous ne faites presque rien. Vous surveillez les canards, vérifiez la clarté de l'eau et retirez l'excès de lentilles d'eau si elles étouffent la surface. Vous complétez le niveau d'eau pendant les périodes sèches. Et c'est tout. Pas de programme de nutrition, pas de produits chimiques et pas d'interférences. Le bassin trouve son équilibre. Vers le 6e mois, vous commencerez à voir des éclats d'argent. Vos poissons sont maintenant visibles et grandissent vite. À la fin de la première année, selon l'espèce, vous aurez des poissons approchant de la taille récoltable. Les canards commenceront à pondre dans les 5 à 6 mois. 3 canards vous donneront environ 700 à 900 œufs au cours de leur première année. Cela représente environ 60 à 75 œufs par mois, plus que ce que la plupart des familles peuvent manger. Ce système régénératif continuera de fonctionner. En 2e année, les poissons se reproduisent d'eux-mêmes si vous laissez une population reproductrice. Les canards continuent de pondre et les plantes continuent de filtrer. En 3e année, vous ne gérez plus un projet. Vous récoltez simplement à partir d'un écosystème vivant qui s'est tissé dans votre terre. Maintenant, laissez-moi aborder quelque chose que la plupart des guides sur les bassins de jardin ignorent. L'hiver. Si vous vivez dans un climat nordique où les bassins gèlent, vos poissons peuvent survivre sous la glace tant que vous maintenez une petite ouverture pour l'échange gazeux. Un simple dégivreur de bassin, qui coûte environ 40 $, maintiendra un petit trou ouvert tout l'hiver. Le crapet arlequin et le poisson-chat entrent dans un état de dormance en eau froide et survivent sous la glace pendant des mois. Le tilapia, cependant, ne peut tolérer une eau inférieure à 50 degrés 10 et doit être récolté avant l'hiver ou rentré à l'intérieur. Les canards sont résistants au froid et continueront de pondre pendant l'hiver s'ils ont un abri contre le vent. Un simple poulailler à 3 côtés avec de la litière de paille est tout ce dont ils ont besoin. Encore une chose que la plupart des guides ne vous diront pas. Dans la plupart des États, les bassins de moins d'1 acre ne nécessitent pas de permis ou d'approbation gouvernementale. Vous collectez simplement l'eau de pluie et la gérez sur votre propre propriété. Cependant, les réglementations sur les espèces de poissons varient. Le tilapia est interdit dans certains États, car il pourrait théoriquement établir des populations sauvages. Le poisson-chat et le crapet arlequin sont légaux presque partout. Vérifiez le site web de la chasse et de la pêche de votre État avant d'acheter des alevins. Mais, dans la plupart des cas, vous n'avez pas besoin de demander la permission à qui que ce soit pour construire ceci.
C'est ce que Fan Li avait compris il y a 2500 ans. C'est ce que le système alimentaire industriel a passé un siècle à essayer de vous faire oublier. Vous n'avez pas besoin de leur chaîne d'approvisionnement. Vous n'avez pas besoin de dépendre de systèmes qui peuvent échouer. Vous avez besoin d'eau, de soleil, d'un trou dans le sol et de la patience de laisser la biologie faire ce qu'elle a toujours fait. Dans 10 ans, vos voisins seront anxieux à propos des prix des denrées alimentaires, des pénuries et de l'instabilité. Vous sortirez vers votre bassin comestible, lancerez une ligne, sortirez un poisson sain, ramasserez un panier d'œufs frais et ressentirez quelque chose que la plupart des gens ont oublié: la souveraineté. Pas celle qui se proclame haute et fort, mais celle, discrète, qui n'a pas besoin de le faire. Parce que vous avez construit quelque chose qui ne peut être ni taxé, ni réglementé, ni repris. Vous avez construit votre indépendance. Si cela résonne en vous, et si vous vous voyez debout près de ce bassin dans 10 ans, partagez ceci avec quelqu'un qui est prêt à arrêter de demander la permission. Le savoir est ici. Le choix vous appartient. Le bassin attend. Si cette histoire a changé votre regard sur le potentiel de votre propre jardin, n'hésitez pas à vous abonner et à aimer cette vidéo. Nous déterrons la sagesse ancienne que le monde moderne a tenté d'ensevelir. Plantez les graines de votre propre avenir. Le prochain trésor de l'autosuffisance sera bientôt révélé.